Bonjour à tous. Si jamais vous ne m'entendez pas bien dans le micro, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à me le dire. Ça va comme ça? Ouais, ok. Donc je suis Marianne Saint-By, la responsable ONF du secteur de Neufchâteau, et on va vous parler aujourd'hui, avec mon collègue Jean-Christophe Toussaint, qui est ici, des forêts de la vallée de la Saunelle. Donc on va essayer de vous faire un historique, alors même bien qu'en 30 minutes ce soit compliqué d'évoquer toutes les histoires de ces forêts, mais on va s'attarder sur quelques éléments qu'on trouvait pertinents. Donc, nous avons un peu étendu le périmètre d'études aux forêts qui ne sont pas directement sur la vallée de la Saunelle, et nous en avons retenu 10. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, une grande particularité de ce périmètre d'études, c'est qu'en fait, il était sur 3 territoires différents à une certaine époque. La suivante. Donc, on avait tout d'abord au nord Coussay, et Coussay qui relevait du duché de Lorraine. Ensuite, on avait toute la partie sud, et avec également Domrémy-la-Pucelle un peu plus au nord, qui relevait du duché de Bar. Et enfin, les autres forêts relevaient du comté de Champagne. Donc le comté de Champagne, c'était la France. Et ça a fonctionné comme ça jusqu'en 1766, où on a eu l'annexion des duchés par la France. Donc, avant 1766, on a forcément des lois et des règlements qui sont un peu différents dans ces forêts-là. On va le voir un peu après. Alors, on repart au Moyen-Âge. Donc, les premières traces d'une administration forestière, c'était au XIIe siècle, mais vous vous doutez bien qu'on n'a pas attendu l'administration forestière pour utiliser les forêts. Donc, la forêt, c'était un lieu de diverses ressources. On avait les fagots pour se chauffer, pour cuisiner. On avait les fruits qui pouvaient nourrir à la fois les humains, mais aussi les animaux. Et pour les plus aisés qui avaient le droit de chasse, c'était aussi une source de gibier. À l'époque, l'administration ducale qui est chargée de la gestion de ces forêts, mais aussi de la protection et de la répression des infractions forestières, c'est les grueries. La suivante. Donc, les grueries, il y avait plusieurs rôles au sein de la gruerie, comme vous pouvez le voir un petit peu sur cette illustration. On avait le gruyer qui s'occupait de marteler les bois au pied. Qu'est-ce que c'est marteler un bois au pied? C'est mettre un coup de marteau au pied de la souche, donc enlever un petit peu d'écorce, et ensuite lui mettre une marque spécifique pour qu'une fois que le bûcheron est venu, on puisse vérifier qu'on avait bien décidé que cet arbre serait coupé. On avait ensuite le contrôleur qui travaillait avec le gruyer, puis l'arpenteur. En fait, l'arpenteur, c'était un géomètre de maintenant qui délimitait les surfaces de coupe. Et enfin, on avait les gardes qui s'occupaient de la surveillance générale. Donc, eux, c'était surveiller qu'il n'y ait pas d'intrus qui viennent en forêt, qu'il n'y ait pas de braconnage, et qu'il n'y ait pas aussi de grignotage de l'espace forestier. Alors, à cette époque aussi, un peu plus tard, en 1832, on en retrouve des traces, mais ça date d'avant. Là, il faut me croire parce qu'on ne le voit pas beaucoup sur l'écran, mais on avait des forges dans la vallée de la Saunelle, et on avait aussi des tuileries. Donc moi, je vais m'attarder sur les forges. Donc on en avait une entre Sionne et Midrevaux et une à Sionne. Parce que les forges, en fait, pour travailler le fer, on a besoin de 3 choses différentes. Bon, on a besoin de fer, certes. On a aussi besoin d'une énergie pour chauffer. Et enfin, on a besoin d'une énergie mécanique pour faire fonctionner le marteau et les soufflets. Et en fait, il se trouve qu'à cet endroit-là de la vallée de la Saunelle, c'est parfait. On a la forêt avec du bois, des fagots ou du charbon de bois directement. On a aussi la rivière de la Saunelle ou une petite rivière qui s'y jette pour mettre une roue à aube ou pour mettre un moulin, qui fait qu'on aura l'énergie mécanique nécessaire. Et le fer, en fait, dans tout ça, c'est l'élément le plus facilement transportable. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de forges en forêt à cette époque-là. Sauf que pour la production annuelle d'une forge, on estime qu'il faut entre 10 000 et 20 000 stères par an. Donc je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte, si vous avez une échelle de stérage, mais c'est énorme. Et donc en fait, ces forges, ça va être un facteur du déboisement à cette époque-là.
C'est à ce moment-là qu'arrive l'ordonnance de 1669. Alors chez les forestiers, cette ordonnance, elle est considérée comme la grosse première règle, enfin le gros premier règlement de forêt. Mais en réalité, dès 1115, on retrouve des traces de règles de gestion forestière. Alors, ce cher Jean-Baptiste Colbert, qui était un ministre de Louis XIV, il se rend bien compte qu'on a une surface forestière qui diminue, qu'il y a beaucoup de pillage, et tout ça, ça ne lui plaît pas trop. Et il s'intéresse également à la valeur économique du bois. Et c'est à cette époque aussi un enjeu stratégique que de faire des navires. Sauf que pour la construction d'un navire, il faut des chênes et des chênes hauts. Donc c'est entre autres pour ça que Colbert va écrire cette ordonnance. Je vous parlais tout à l'heure des marteaux pour faire une marque au pied. Et bien là, on retrouve des marteaux de la marine royale, donc l'emblème ensuite qui était martelé sur l'arbre désignait la marine royale. Donc là, cette illustration, ça vous montre toutes les pièces dont on a besoin pour construire un navire. Donc effectivement, on imagine que une fois la grume arrivée puis sciée, ça devait demander beaucoup de ster. Et si on revient un petit peu à la vallée de la Saônelle, dans un document de 1995 de Parny-sous-Mureaux, on retrouve une parcelle qui s'appelle la parcelle des chênes de marine. Donc on n'a pas d'autres archives à ce propos. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a réellement des chênes qui sont partis pour la marine. Surtout qu'en fait, il paraîtrait qu'en Lorraine, on n'ait pas eu beaucoup de chênes de marine, pour la simple bonne raison qu'en fait, on faisait transporter ces grumes par voie fluviale et que par la Meuse, c'était compliqué de les transporter. Alors, dans cette ordonnance de 1669, on demande aussi de borner et de faire les plans des forêts. Donc, dans les forêts de la Saônelle dont on vous a parlé au début, dans notre périmètre d'études, on a retrouvé des plans qui datent de 1729 à 1781. Donc, entre l'ordonnance de 1669 et 1729, on a eu quelques années d'écart, mais ça s'est fait. Ici, vous avez un exemple qui est un peu éloigné de la vallée de la Saônelle, de la Neuveville sous Châtenois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été signé par M. Dralet. Et il se trouve que pour les forestiers, le fils de M. Dralet, donc Étienne François Dralet, qui est en portrait ici, est assez connu puisqu'il a publié de nombreux ouvrages forestiers. Donc c'est la particularité locale d'avoir eu le père de M. Dralet ici. Alors en 1860, il y a une nouvelle ordonnance qui arrive, enfin un nouveau règlement, pas une ordonnance, pour la réalisation des plans, et qui va préciser en 100 pages comment on doit réaliser les plans. C'était très codifié, les couleurs, etc. À l'époque, on pouvait par exemple se servir d'un tachéomètre, ce qui est un peu comme un théodolite. Donc on pouvait mesurer les angles, mais on pouvait aussi mesurer les distances avec cet outil-là. Alors, si on revient à l'ordonnance de 1669, donc qui a eu une grande importance dans le milieu forestier, cette ordonnance, elle demande également de placer un quart de la forêt en réserve. Donc ça veut dire que sur la surface entière d'une forêt, il y a un quart dans lequel on ne va pas venir exploiter de bois. On va laisser croître de la futaie, ce ne sera pas du taillis dedans. Et en fait, ce quart en réserve, il va répondre aux besoins extraordinaires des propriétaires s'ils en ont. Si jamais il y a une grosse dépense dans le village, admettons, on peut aller, sous autorisation exceptionnelle, exploiter ce quart en réserve. Donc là, pour la commune de Midrevaux, vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire du fond, mais là, on avait bien le quart en réserve qui était indiqué. Ici, toujours sur la forêt de Midrevaux, je trouvais ça rigolo de mettre celle-ci parce que vous voyez l'emplacement de la maison forestière ici. Pour ceux qui sont du coin et qui connaissent cette maison, elle est bien sûr toujours là. Et aujourd'hui, c'est un gîte à chiroptère. Il n'y a plus de forestiers dedans. Vous pouvez passer. Un autre exemple pour que ce soit plus parlant, pour que vous voyez bien l'ensemble de la forêt, c'est la forêt de Domrémy, avec donc le quart en réserve ici en bas, et puis les deux autres cantons qui sont en fait réservés aux autres besoins de bois du village,
notamment pour les affouages, les utilisations dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, dans ces autres parties, on délimite des parcelles de même surface à chaque fois. Et en fait, chaque année, on passe dans une parcelle. Une fois qu'on a fini la parcelle, l'année suivante, on passe à la suivante. Et une fois qu'on est revenu au départ, on recommence. Et généralement, c'est entre 25 et 30 ans la rotation. Donc on revient sur une parcelle tous les 25 ans. Merci. Alors, tous ces modes de gestion, ils sont consignés dans un document qu'on appelle l'aménagement forestier et sur lequel je voulais revenir, qui existe bien entendu toujours aujourd'hui. C'est un document de gestion durable et qui donne les opérations que l'on va faire en forêt sur une période donnée. Dans les forêts de la vallée de la Sonnelle, dans nos archives, on a trouvé 3 grandes périodes d'élaboration de ces aménagements et qui étaient des aménagements sur une très très longue période, ça pouvait être 100 ans par exemple, alors qu'aujourd'hui on révise nos aménagements tous les 15 à 20 ans. Donc on a une gestion forestière qui est différente et qui est aussi plus fine, on prend plus de données et on vérifie plus fréquemment si on est dans la bonne direction ou pas. Alors le taillis sous futaie, dont je vous parlais tout à l'heure, là où on revient tous les 25 ans, pour préciser un petit peu. Donc en fait, le principe, la première année, on va venir par exemple enlever le taillis qui est là, donc les brins les plus petits. On en garde quelques-uns, les baliveaux, ceux qui sont les plus grands, les plus vigoureux. On repasse dans 25 ans, on enlève de nouveau le taillis. Le baliveau, il est devenu ce qu'on appelle un moderne, et puis si on attend encore une rotation, le moderne est devenu un ancien. Donc avec l'ancien, on va ensuite pouvoir faire plus de bois d'œuvre, faire des poutres, etc. Et donc, le taillis sous futaie répondait à un plan de balivage où on écrivait très précisément sur telle ou telle surface, il va falloir qu'on garde 60 baliveaux, 30 modernes, 15 anciens, et c'était très cadré en fait. Et donc ce mode de gestion, on l'a appliqué jusque dans les années 60, ou 70-80 en fonction des endroits. Et ensuite, on a fait une conversion en futaie. En fait, il se trouve que ces plans de balivage n'ont pas été bien respectés, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec énormément d'anciens ou de modernes, et le taillis n'avait plus la place de se développer. Donc on ne pouvait plus appeler ça un taillis sous futaie, mais une futaie. Alors, si on revient un petit peu dans notre historique, le XXe siècle, donc comme vous le savez, marqué par 2 gros conflits. Ces guerres, elles ont été des facteurs de déboisement. Pendant la Première Guerre mondiale, on a eu les tranchées, on a eu aussi la construction des avions, qui ont fait que la surface forestière a diminué. Et puis, on a aussi besoin, après la guerre, de reconstruction, avec les dégâts qui ont été engendrés, bien sûr. Donc en 1946, donc après la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, l'État va mettre en place un fonds forestier national, aussi connu sous le nom de FFN, pour aider à reboiser, principalement en résineux, et aussi pour désenclaver les forêts, pour faire des dessertes forestières. Je ne vais pas m'attarder sur ce fonds parce que dans la vallée de la Sonnelle, en fait, on a eu quelques aides à partir des années 60, justement pour favoriser cette conversion en futaie, mais sinon on n'a pas eu de gros projets du FFN. Alors 99 sonne la fin du FFN, mais aussi la tempête Lothar de 99. Peut-être parmi vous qui ont vécu cette tempête. Donc du 26 décembre. En France, on a eu quasiment 1 million d'hectares qui ont été touchés par cette tempête. Et pour les forêts publiques de Lorraine, c'est 202 000 hectares, 30 millions de mètres cubes de chablis et de volis. Donc chablis, ce sont les arbres au sol. Et volis, c'est ce que vous voyez à droite sur la photo, c'est un arbre qui est cassé au milieu de sa hauteur. Donc là, c'est une photo de la forêt domaniale de Neufeilly, qui est à l'est de la vallée de la Sonnelle, mais on pourrait avoir la même photo sur la forêt de Liffol-le-Grand, par exemple. Donc justement, si on zoome un petit peu sur la vallée, on a eu 6 000 hectares qui ont été touchés dans le secteur de Neufchâteau, et 1,5 million de mètres cubes au sol. Alors, ces chiffres, ils ne nous parlent pas forcément, c'est un peu compliqué de se rendre compte.
En fait, un moyen de comparaison, c'est que ça correspond à environ 30 ans de récolte. Donc là, en un jour, une tempête, on a 30 ans de récolte qui sont par terre. Donc ça a été un événement qui a été très marquant, à la fois pour les habitants, pour les communes, certaines communes qui avaient vraiment besoin de leurs revenus forestiers pour leurs budgets communaux, pour les forestiers bien sûr qui ont vu parfois des années de travail s'envoler en une journée. L'urgence, c'était en fait, bien sûr, de sécuriser les routes. Ça a été aussi de rétablir les accès aux forêts. Ensuite, ici, on a beaucoup de hêtres, on vous en parlera tout à l'heure. Et le hêtre, c'est un bois dont la qualité se déprécie vraiment une fois qu'il est au sol. Contrairement au chêne, qui peut rester un peu plus longtemps que le hêtre au sol, sans avoir une qualité qui diminue. Donc il a fallu organiser tout ça. Pour la filière bois en général aussi, il a fallu s'équiper d'engins particuliers. En forêt, c'est à ce moment-là aussi qu'on a mis en place beaucoup de cloisonnement, donc des chemins à l'intérieur des parcelles, pour que les engins passent par ces chemins et n'aillent pas endommager le reste de la parcelle pour protéger les sols. Mais localement, on a quand même eu une belle solidarité de la part de la filière bois et de la filière forêt. On a notamment la scierie Renault, qui était à Bazeuil-sur-Meuse, à l'emplacement de la scierie Vosges Bois Développement aujourd'hui, qui avait proposé de racheter beaucoup de bois qui avaient été sinistrés. Et on a aussi des forestiers belges et des forestiers ailleurs en France qui sont venus prêter renfort. Alors, en 99, on s'est quand même posé la question, mais comment ça se fait qu'ici, on ait d'énormes dégâts ? Donc, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, mais un des facteurs qui peut rentrer en jeu, c'est le plateau calcaire. Le plateau calcaire qui présente des sols superficiels, et donc on a un enracinement qui est moins efficace que dans d'autres endroits. Ça fait aussi qu'on a une fertilité qui est un petit peu moins élevée, puisqu'on a une réserve en eau qui est plus faible aussi. Et par contre, là, le gros avantage des plateaux calcaires, c'est la richesse chimique, ce qui fait qu'on a un cortège d'essences très divers qui peut s'installer, érable, merisier, tilleul, alisier, etc. Et on a aussi une grande diversité de milieux, et je pense qu'au cours des conférences, on vous en parlera sûrement plus. Alors, une autre particularité qui était sur les diapositives de la présentation précédente, ce sont les hêtres tortillards. Donc Fagus sylvatica, variété tortuosa. Il faut entre 4 et 5 mètres de haut avec un port parasol, donc à Sionne. On en retrouve d'autres en Europe. Ils ont été mentionnés pour la première fois en 1903 par l'administration des eaux et forêts. Et en fait, on ne sait pas quelle est l'origine de ces hêtres. Donc, je vais vous parler plutôt de la légende qui est un peu plus drôle que les hypothèses scientifiques. Donc, on retrouve aussi des hêtres tortillards du côté de Verzy, dans la montagne de Reims. Et il se trouve qu'il y a une abbaye, l'abbaye de Saint-Bal, à cet endroit-là. Et on raconte que les moines de l'abbaye sont venus évangéliser l'Est de la France et ont déposé sur leur itinéraire des hêtres tortillards. Ce serait pour ça qu'on en aurait ici. Sionne aurait pu être sur la route de ces bénédictins. Et on retrouve quand même ici des toponymes en lien avec Saint-Bal. On a Saint-Balmont, Dombasle en Xaintois, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un mystère qui est encore à résoudre aujourd'hui. Alors pour l'instant, on s'est surtout concentré sur les forêts publiques, l'ONF étant gestionnaire de forêts publiques. Je vais vous parler brièvement de la forêt privée. Que vous ayez quelques chiffres, en France, on a 3/4 de forêts qui sont privées en surfacique. Et dans le Grand Est, cette proportion elle est beaucoup plus faible puisqu'on tombe à seulement 44%. Et dans la vallée de la Saônelle, on est à peu près sur ce ratio Grand Est puisqu'on est à 47% de forêts privées. Donc en fait, en vert et en vert hachuré, ce sont les forêts publiques, et en violet, ce sont les forêts privées. Donc vous voyez quand même qu'on a des gros massifs privés. Et en France, la moyenne de la surface d'une forêt privée, c'est 3,5 hectares. Donc c'est très petit. Et ce qui est particulier dans la vallée de la Saônelle, c'est qu'on a 2 grosses propriétés.
On a une propriété de plusieurs centaines d'hectares Bois-le-Comte, du côté de Bourg-les-Monts, et puis on a aussi une propriété, la propriété des Rohan-Chabot, qui fait environ 1500 hectares. Donc c'est quand même important de le préciser parce que c'est assez rare d'avoir des propriétés aussi grandes. Mais encore une fois, n'étant pas gestionnaire de ces forêts, on ne va pas vous en parler plus amplement. Et je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Christophe, parce que le climat, lui, ne fait pas la distinction entre forêts publiques et privées. Donc moi je vais parler donc du changement climatique. Et donc je vais vous parler donc de la forêt française et quel nouveau visage. Donc le changement climatique fragilise les forêts, soumises à des phénomènes de sécheresse et de canicule de plus en plus répétés. Les forêts deviennent beaucoup plus vulnérables aux agressions parasitaires. De plus en plus visibles dans nos forêts, les conséquences de ce dérèglement ont conduit les forestiers et scientifiques de l'ONF à un constat. Plus de la moitié de la forêt française verra son faciès modifié d'ici à 50 ans. Donc les forêts de demain ne seront pas celles d'aujourd'hui. Donc comment évolueront les forêts avec le changement climatique? Donc, en cas de hausse de 2,4 degrés de la température d'ici 2100, la répartition des espèces forestières évolueront probablement fortement sous l'effet du changement climatique. Les simulations climatiques montrent que les aires de compatibilité des essences vont se réduire. Autrement dit, les principales essences de la forêt française vont être de moins en moins adaptées à leur zone géographique actuelle. Donc ce qu'on constate, c'est que ce qu'on peut constater, c'est que le hêtre qui occupe donc le Grand Est va voir son aire de répartition très réduite, quoi. Donc les hêtres vont se retrouver plutôt. Les hêtres vont se retrouver sur le massif vosgien, donc la petite partie en bleu. Ouais. Et quand dans le même temps, on a donc le chêne pubescent qui se trouve en Aquitaine. Lui, il va évoluer beaucoup plus vers le nord, quoi. Voilà. Donc le schéma actuel est d'ici 2100, donc la répartition du hêtre. Donc il y a une image suivante. Donc aujourd'hui, on a les essences les plus menacées donc dans le secteur. Donc ce sont les épicéas. Ensuite, on a le sapin pectiné. Donc on a très peu de sapin pectiné sur le secteur, mais c'est une des essences qui est très menacée. On a ensuite le hêtre, donc qui est aujourd'hui la première essence sur notre secteur, puisqu'aujourd'hui le hêtre sur le secteur, il représente à peu près 68% de nos essences, quoi. Voilà. Donc on a également le frêne. Donc le frêne, c'est une essence qu'on trouve sur les sols beaucoup plus profonds et plus humides. Donc le frêne, lui, il est en voie de disparition totale, puisque aujourd'hui on a un petit champignon qui s'appelle le calara, et depuis une quinzaine d'années, ce champignon est apparu il y a une quinzaine d'années, et on voit le frêne tout doucement disparaître. Ensuite, les essences qui résistent plus aujourd'hui, ça serait donc le chêne sicile. Donc le chêne sicile fait partie donc des essences très représentées dans nos massifs. Le pin sylvestre aussi, donc qui lui résiste bien aux températures caniculaires et à l'absence d'eau. Et le douglas. Donc le douglas, c'est une essence qui a été introduite il y a déjà un petit moment, déjà on va dire une quarantaine d'années, quoi. Donc le douglas qui est énormément planté chez les propriétaires privés, quoi. Donc qui lui résiste encore assez bien. Et donc les nouvelles essences, celles-ci donc qui résistent beaucoup plus aux températures élevées et au manque d'eau. Donc ce sont des essences qu'aujourd'hui on essaie d'installer avec des plantations. Donc c'est le chêne pubescent, donc qu'on trouve en Méditerranée. Le pin maritime, donc qu'on trouve en Aquitaine. Donc aujourd'hui on fait des essais, on plante du pin maritime. Le cèdre de l'Atlas, donc c'est une essence auquel on a beaucoup d'ambition sur le cèdre. Donc c'est une essence qui s'adapte bien et sur laquelle on a des bons résultats. Et également le pin d'Alep. Comme ça.
Donc je vous disais, donc des dépérissements importants. Le dépérissement du hêtre, le scolyte de l'épicéa. Depuis 2018, le changement climatique impacte particulièrement les forêts et entraîne avec lui d'importantes crises sanitaires. Donc ces crises sanitaires sont très préoccupantes pour la santé des forêts et des écosystèmes concernés. Elles inquiètent les usagers de la forêt. Pour aider les forêts à s'adapter au climat de demain, l'ONF travaille étroitement avec l'ensemble des acteurs impliqués, de la gestion forestière à la filière bois. L'objectif est de garantir la bonne santé de notre patrimoine forestier pour les générations futures, protéger la biodiversité, répondre aux besoins de la société en produits bois. Pour ce faire, l'ONF accompagne les forêts dans son évolution au fil de générations de forestiers, tout en privilégiant la régénération naturelle. L'ONF apporte aussi son soutien à des missions de plantation, de gestion durable et d'aide à l'adaptabilité des forêts au changement climatique. Donc une de nos principales missions à l'ONF, c'est donc d'adapter les futures forêts au changement climatique. Alors concrètement sur le terrain, ce qu'on cherche donc à travailler, c'est à développer la forêt mosaïque. Les forestiers favorisent le mélange des essences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un certain nombre d'essences qui étaient négligées, telles que l'érable champêtre, l'alisier blanc et le tilleul, qui sembleraient aujourd'hui être des essences qui résistent assez bien, quoi. C'est des essences auxquelles on ne les travaillait pas auparavant parce qu'elles ne produisaient pas de bois d'œuvre, quoi. Donc aujourd'hui, on est plutôt à essayer de les travailler. Donc la forêt mosaïque, pour nous, c'est ce qui permettra d'adapter les nouveaux écosystèmes. C'est aussi favoriser les essences résilientes. Donc, comme je vous en avais parlé, donc, on essaie donc d'installer des nouvelles essences, donc, telles que le cèdre, le pin de calabre. Le forestier doit également porter une grande attention sur le tassement du sol, parce que l'objectif étant de les réduire. Dans un sol préservé du tassement, les arbres développent facilement leurs racines et s'alimentent bien mieux en eau et absorbent bien mieux les nutriments. Aujourd'hui, on a des gros problèmes de tassement de sol, donc c'est pour ça qu'on essaie de cloisonner davantage les parcelles pour que les engins circulent dans ces cloisonnements et n'aillent plus naviguer dans toutes les forêts, dans tout l'espace. Avec des peuplements forestiers aussi un peu moins denses, on cherche également à réduire la densité dans les peuplements, parce que moins il y a d'arbres, plus les arbres auront accès à l'eau, et qui deviendra de plus en plus rare, quoi. On essaie donc de maintenir aussi la régénération naturelle là où elle a du sens, c'est-à-dire qu'on profite des semis qui tombent au sol, parce que on pense donc que les essences qui sont déjà présentes, notamment pour le chêne, l'adaptation va se faire progressivement de ces essences. Et on plante également dans ces parcelles des petits placeaux d'enrichissement, là où la régénération naturelle n'a pas réussi à s'installer, quoi. Donc ce sont des petits placeaux avec quelques individus, quoi, qui viennent enrichir nos massifs. Ensuite, une de nos grosses difficultés, c'est de maintenir et de rétablir l'équilibre forêt angulée. Aujourd'hui, c'est un gros problème, ce déséquilibre. Les conditions essentielles pour le bon renouvellement des forêts. Donc aujourd'hui, on a énormément de problèmes de chevreuils, de sangliers, de cerfs, qui viennent donc consommer les semis des essences les plus résistantes à la sécheresse et privent la forêt de sa capacité à s'adapter aux évolutions climatiques. En effet, une forte densité d'herbivores, ça impacte énormément nos forêts. Donc aujourd'hui, une des grandes préoccupations de l'ONF, c'est de rétablir l'équilibre forêt-gibier, quoi. Dans la vallée de la Saônelle, donc, les plantations d'épicéas ont pratiquement toutes disparu. Du fait des scolytes, elles ont donc été exploitées au fur et à mesure des dégâts. Donc pour la forêt
pour la forêt communale de Pargny, aujourd'hui, on a donc dû mettre à blanc 11 hectares d'épicéas. On observe également donc sur les stations les plus pauvres, donc dans la vallée de la Sonnelle, hein, sur les sols les moins épais, on observe donc un fort dépérissement du hêtre. Donc, ce qui se caractérise par donc, des branches, des grosses charpentières qui viennent sécher, la cime de ces arbres qui se déprécie, le jaunissement et le rougissement donc, des feuilles, l'apparition également de coulures noires sur les troncs. Donc c'est très inquiétant pour le hêtre, quoi. Donc aujourd'hui, dans nos opérations de martelage, donc ça c'est les parties en jaune, donc c'est la partie des arbres dépérissants. Donc par exemple pour l'épicéa, on voit qu'aujourd'hui quand on martèle, les épicéas squelettés représentent la moitié des récoltes, quoi. Pour le hêtre, ça représente à peu près 18% d'arbres, 18% des arbres, ce sont des arbres dépérissants, quoi. Donc concrètement également sur le terrain, on a donc essayé de planter également donc, ces essences donc, qui sont dites résistantes. Donc par exemple dans la forêt communale de Liffol-le-Grand, on a planté du pin de Calabre. Donc on a planté 1 hectare de pin de Calabre. Sur Pargny-sous-Mureaux, on a également planté 7 hectares de cèdre. Donc pour les pins de Calabre, ce qu'on observe aussi à Liffol-le-Grand, c'est qu'on a eu énormément, comme je vous le disais, donc, de problèmes de gibier. Donc on a beaucoup d'arbres qui ont été renversés par les sangliers et abrutis par le chevreuil. Sur Villouxel, aujourd'hui on va planter donc, des petits placeaux, comme je vous avais dit, d'enrichissement. Donc aujourd'hui on va planter de l'érable de Montpellier, on va planter du chêne pubescent et on va planter du cormier également pour enrichir ces zones. Voilà, j'ai fini. Je laisse sa collègue terminer. J'ajoute juste quelques mots pour conclure notre intervention. Donc on a évoqué l'évolution des forêts, et plus particulièrement des forêts de la vallée de la Sonnelle, du XIe siècle à aujourd'hui, et puis en parlant un peu de demain aussi. On a vu que la surface boisée avait beaucoup évolué, qu'on avait aussi des modes de gestion sylvicole différents et des débouchés différents. Donc au fil du temps et surtout au fil des connaissances, les forestiers remettent en question leurs pratiques, mais avec toujours le même but, qui est celui de transmettre le patrimoine qu'est la forêt. Donc sur cette illustration, qui représente la multifonctionnalité de la forêt, vous voyez que la forêt, c'est pas uniquement un endroit où on coupe du bois pour construire des navires, c'est pas non plus uniquement un endroit où on va chercher des champignons, c'est aussi plein de services écosystémiques qui sont rendus par la forêt, qui sont aujourd'hui indispensables et qui, bien sûr, le seront encore demain, et à prendre en compte pour l'adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, comme vous le disait Jean-Christophe, il s'agit de tester différentes modalités, d'introduire de nouvelles essences pour faire face au changement climatique. Il y a encore beaucoup d'incertitudes qui planent sur la forêt, mais ce dont on est certain, c'est que ce sera à nous de nous adapter à la forêt et pas l'inverse.